Bonsoir à tous. Il faut sauver la jeunesse béninoise en déperdition. Bien plus que ça, c'est toute une population qui appelle au secours. Ça fume partout et de partout, sans aucun contrôle ni respect des tests législatifs et réglementaires. La consommation de la chicha en lieu public est désormais interdite sur le territoire sous compétence du département du Zou. Une analyse salutaire, une mesure salutaire, qui pour beaucoup de parents et d'analystes sociologiques mérite d'être encouragée. Et donc, il y en a également ceux et celles qui appellent à sa généralisation sur l'ensemble du territoire national, mais ne perdent pas de vue les circuits d'importation qu'il faille contrôler afin de savoir avec précision ce que consomme cette jeunesse béninoise un peu suiviste. Chicha en lieu public, faut-il généraliser l'interdiction? Vos journaux sont pour la plupart revenus sur cette actualité et on en parle dans les 30 premières minutes de cette émission. L'autre sujet qui fait le chou gras des parutions du jour, c'est ce que Fraternité appelle le dernier sprint avant l'officialisation d'une candidature évidente de l'actuel locataire du palais de la Marina. Patrice Talon retourne sur le terrain pour compter de ce jeudi 7 janvier 17 communes à parcourir, des options à expliquer, sinon à justifier, de nouveaux contrats et surtout une posture très attendue suite à son message de vœux à la nation. Pour le nombre d'observateurs, c'est un président d'exercice candidat à sa propre succession qui rencontre ses mandants. La posture va-t-elle changer comparée à celle adoptée dans les 60 premières communes déjà parcourues? Question à mes débatteurs du jour. Syriac Alfred Dekenou, bonsoir. Bonsoir Emmanuel Niambosou, bonsoir mesdames et messieurs les téléspectateurs. Face à lui, Alphonse Moïse Soudé, bonsoir Alphonse, bienvenue. Heureuse année à vous. Merci, réciproque. Bonsoir à vous Emmanuel, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 3. Vous êtes sur 90 minutes au Bénin, voici pour démarrer les unes du jour. On démarre par le quotidien Matin Livre, parrainage pour la présidentielle, menace sur les députés et maires, et puis ONPB, tour de garde des officines, la décision fait des mécontents. Santé toujours, des cas de Lassa dans la Takora. On passe à un autre quotidien, cette fois-ci de service public de la nation, croissance économique en 2021. Les hypothèses de la relance et puis harcèlement sexuel en milieu universitaire, les députés pour des mesures plus fortes. Question orale au Parlement. Les grossesses en milieu scolaire en débat. Nord-Sud quotidien, biosécurité. Pourquoi le Bénin se dote-t-il d'une loi? Et puis festival éclosion urbaine entre rénovation des places Vaudou et développement du tourisme à Porto-Novo et puis services administratifs. Pénurie de timbres dans les mairies. On finit par le quotidien Maison Fraternité. Polémique autour de la propagation, de la prorogation du mandat du président Talon, le législateur béninois, de bonne foi malgré tout. Et puis autre titre développé toujours dans les colonnes du quotidien Fraternité. Deuxième phase de la tournée nationale du chef de l'État, dernier sprint avant l'évidente officialisation de candidature. UFOA, moins de 17 ans, les écureuils cadets du Bénin, corrigés par les étalons du Burkina Faso, un but à 5. Et puis question sur le harcèlement à l'université dans les institutions. Médégan Fagla dénonce, Bako évoque le cas des enseignants provoqués. Voilà donc qui met terme à la une des journées que nous avons sélectionné pour vous. C'est parti pour le duel. En fausse ouverture, une des dernières décisions prises en Conseil des ministres de la nomination à la chancellerie, donc au ministère de la Justice. Est-ce que vous avez été informé de ces nominations, Alfred Syriac Dekenou? Oui, il y a eu plusieurs nominations aujourd'hui au cours du Conseil des ministres de ce jour, notamment dans deux principaux ministères, à savoir le ministère du Plan, où les directeurs départementaux ont été nommés, mais également au niveau du ministère de la Justice, où des cadres, notamment les directeurs de cabinet et le directeur de cabinet, son adjoint, et le procureur spécial de la Criette a été nommé et tout le reste. Oui, Alphonse Moïse Soudé, directeur de cabinet désormais, c'est Michel Adjaka, on l'a connu, grand syndicaliste, mais qui depuis cet temps ne parle plus. Également, directeur de cabinet, Gilbert Tobono, c'est désormais procureur de la Criette. De la Criette. Je voudrais féliciter le procureur Mario Méton parce que c'est un monsieur que j'apprécie de par son tempérament. Il travaille dans le calme,
pas dans le bruit. Donc je dirais que pour le procureur Mario, c'est une promotion. Et pour Togbono, certainement qu'on lui a tiré les oreilles, il n'a pas comblé les attentes par rapport à la mission qu'on lui aurait confiée. Bon, à Djaka, quand il était président de l'UNAMAB, il faisait du bruit en tant que syndicaliste. Mais une fois qu'il n'est plus syndicaliste, je ne vois pas l'opportunité pour lui de continuer à jouer le rôle qui n'est pas le leur. Donc, il s'est retrouvé dans son militaire. Mais ce que je crains, c'est la guerre des tempéraments. Avec le ministre de la Justice, la guerre des tempéraments. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est vrai que l'homme assez bouillon et celui des magistrats qui, forcément, ne sont pas du même tempérament, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Donc, il va falloir qu'on arrive à concilier non seulement les tempéraments, mais qu'on arrive aussi à concilier les compétences pour le bien de la République. J'étais au cabinet, je le disais tantôt, M. Michel Adjaka et son adjoint Gilbert Togbono, mais il faut également rappeler que dans la juridiction également, il a déjà fait Mario Elam, Cécile Pierre Métano, devenu procureur spécial pour la Criette. Je pense qu'il est d'abord important de féliciter ceux qui viennent d'être appelés à de nouvelles fonctions par la République, et c'est déjà très important. Je ne vois pas quand même une dégradation au niveau des tâches confiées à l'un ou à l'autre de ceux qui ont été promus aujourd'hui. La République vous appelle et vous êtes obligé d'y répondre, et vous avez prêté serment pour que ça soit partout où besoin sera. La promotion de l'ancien procureur de l'ancien procureur de Cotonou, m'étonne, mais qu'à saluer, vous savez, l'ancien procureur Togbono a fait son temps et est resté là et a conduit quand même les tout premiers dossiers, les dossiers les plus chauds que cette juridiction a connus, et je crois qu'il est quand même, disons, important qu'à ce jour qu'il puisse quand même percer la main, peut-être parce que au regard de son expérience et au regard aussi de son expertise dans plusieurs d'autres dossiers, qu'il puisse être aux côtés du ministre de la Justice pour pouvoir apporter cette compétence. Vous n'êtes pas sans savoir que le ministère de la Justice a été récemment secoué par quand même une affaire liée au concours frauduleux et puis tout le reste, et les affaires de tricherie qu'il y a eu. Donc c'est tout à fait important que le ministre puisse chercher au sein quand même des magistrats en exercice dans la République du Bénin, des magistrats compétents qui, au regard de certains critères qui à la fois peuvent être subjectifs mais également aussi objectifs, des gens capables de pouvoir quand même combler ces attentes pour éviter les divers dérapages que nous avons eu à connaître les toutes dernières semaines de l'année 2020. Ce qu'on ne dit pas dans le compte rendu, c'est que l'ancien directeur du cabinet a été remis de ses fonctions. Non, vous savez que le vent de concours frauduleux, la tricherie dans le concours est passée par là. Et passée par là, ça veut dire que chacun doit payer pour ses péchés. Et si votre responsabilité a été établie dans quelque chose, si vous avez preuve de légèreté dans l'exercice à vous confier par la République, vous devez en payer le prix. Mais je sais que ça soit Adjaka, que ça soit Togbono, ils ont des compétences à faire valoir. Mais l'essentiel, c'est de dire il faut arriver à concilier les compétences, il faut arriver à allier les tempéraments pour permettre au ministre de jouer conséquemment le rôle qu'il est dévolu. Parce que quand vous savez quelque part, quand il y a beaucoup de compétences, parfois ça pose des problèmes. Donc je voudrais que ceux-là qui ont été promus se disent que nous avons été promus pour servir la République. Nous n'avons pas été promus pour conserver des intérêts personnels ou bien servir des individus. S'ils ont été appelés là, c'est parce donc c'est carrément pour dire partout besoin se reste. Oui, je suis d'accord. C'est pourquoi je dis que je salue la promotion du procureur. Oui. Parce que c'est un monsieur qui ne fait pas de bruit. Oui, il ne fait pas de bruit. Et puis bon. Et tout le reste d'ailleurs. Oui, je parle de ce que je sais. Je n'affirme pas ce que je ne sais pas. Donc voilà, je crois que désormais tous les regards sont déjà tournés vers Mario. Mais on avait déjà appris que Togbono était sur le départ. On avait appris déjà que Togbono était sur le départ, mais on ne connaissait pas son point de chute. Oui. Et il y a également, au niveau de la Cour d'appel de Cotonou, pour le substitut général, M. Amaté Christian Cyprien Serge Ataï. C'est vrai, il est resté longtemps sans poste, mais là, il est pour le substitut général. Ça veut dire que justement, quand on sait attendre, on sait être récompensé aussi. Est-ce qu'il s'agit là d'être récompensé? Je ne crois pas, parce que vous savez, lorsque nous allons rentrer dans cette
dans ce type de considérations qui tendent à chaque fois à percevoir dans la nomination de X, Y une récompense. C'est là que malheureusement interviennent les questions de clientélisme et puis bon, tout le reste, les questions de nomination politique et tout le reste. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, passer vos compétences, passer vos aptitudes. J'en viens, Moïse. Vous savez, j'ai voulu quand même recadrer les choses pour éviter cette interprétation au premier degré que nous avons parce qu'il s'agit des nominations. Parce que nous sommes en Afrique subsaharienne où à chaque fois que les gens sont nommés, surtout lorsqu'ils quittent un poste X pour un poste un peu plus élevé, on lie à travers ça une nomination politique. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi vous n'allez pas, et ça ne manquera pas que sur les réseaux sociaux que des gens rappellent à Dakar sont passés syndicalistes, oui. Alors que malheureusement, le monsieur avait occupé ce poste-là en étant dans un posture de défenseur des droits, quand même disons des magistrats. Et là, bien sûr, il a fini et depuis ce temps, il est resté en dehors du militantisme qui était quand même disons le sien. Donc aujourd'hui, ils ont été promus à un poste de responsabilité. Moi, mon souhait, c'est que ceux-là puissent être véritablement en mesure de jouer le rôle que la République leur a confié mieux. Nous savons que sous le président Patrice Talon, c'est-à-dire, on ne s'attend pas toujours à ce que tous les mercredis qu'il y ait des nominations. Donc, tous ceux qui sont nommés ont une certaine célérité, ont une certaine, quand même, disons, accalmie autour d'eux pour pouvoir travailler et mieux servir la République. Donc, on aura le temps d'en juger d'ici peut-être 1 an ou 2 ans s'ils sont encore toujours au poste. Oui. Non, je dis que ça veut dire quoi? Que dans la République, la compétence est récompensée. Parce que tout le monde a vu Michel Adjaka à l'œuvre. C'est pourquoi je disais à l'entame de mes propos que l'habit du syndicat, ce n'est pas l'habit du magistrat. Il était à la tête d'un syndicat qui avait pour devoir de défendre les intérêts de la corporation. Maintenant qu'il se retrouve au ministère, je crois qu'il va mettre cette expérience capitalisée au service du ministre. Très bien. Alors, on va aborder le premier sujet prévu. L'autre, c'était en fausse ouverture, comme on le dit souvent chez nous. Patrice Talon repasse sur le terrain, 17 communes. Est-ce que, comme je l'ai dit, c'est un président en exercice, candidat à sa succession, qui va sur le terrain, Alphonse Moïse Soulé? Non, d'abord, je crois savoir qu'avec son équipe technique, je vais parler de la direction de communication, de ses conseils politiques et de ses conseils en communication au terme de la première phase. On a dû s'asseoir pour faire le débriefing. Par rapport aux différents ratés qu'il aurait eu par rapport aux actes positifs. Parce que si après cette première phase-là, on n'a pas pu s'asseoir pour faire le débriefing, il serait difficile de mieux organiser la deuxième phase. C'est vrai que le président Patrice Talon a fait 60, il va faire 17 pour qu'on ne dise pas par la suite que le chef de l'État a de la préférence pour certaines communes. Donc il va combler la soif des autres populations, des autres compatriotes qui vivent dans ces communes. Certainement qu'au niveau du discours, on aura peut-être à corriger ce qui avait été mal fait au prime abord. Au niveau de l'organisation, on peut revoir parce qu'on devrait se réunir pour corriger les ratés. On ne peut pas dire que la première phase a été parfaite à 100%. Oui, Cyril Calfred. J'aimerais saluer d'abord cette décision qui consiste à élargir sa tournée aux 17 autres communes qui n'ont pas été prises en compte lors de la première phase de sa tournée. Cela traduit le fait qu'il y a quand même, disons, l'unicité au niveau quand même de la gestion du pays. Je parle quand même l'unicité au niveau des communes et qu'il n'y a pas une commune qui soit au-dessus d'une autre et que les populations béninoises, où qu'elles soient, ont les mêmes valeurs aux yeux du chef de l'État et méritent quand même la même attention. Ce que j'aimerais relever au niveau de cette tournée, c'est le fait que, vous savez, le président Patrice Talon n'est pas, et c'est peut-être là où je voudrais répondre à votre première question qui a été adressée tout à l'heure à Maurice, c'est-à-dire, il ne fait pas cette tournée-là dans une posture de quelqu'un qui est déjà candidat. Je pense qu'on avait espéré qu'il annonce sa candidature, mais je crois qu'à Wenhi, lors de la première phase de sa tournée, il avait réservé l'annonce de sa candidature pour le mois de janvier. Donc la tournée va commencer demain et finira le 15 janvier. Et je pense que ce serait sans doute au terme de cette tournée-là qu'il pourra dire à ses compatriotes s'ils voudraient briguer quand même, disons,
et une seconde mandature. Et là-dessus, vous savez, aujourd'hui, la Constitution béninoise autorise Patrice Talon à pouvoir être candidat. Et c'est son choix d'être candidat et c'est maintenant au peuple béninois d'en juger et s'il quand même mérite que la confiance lui soit renouvelée ou pas. Donc, il faut saluer quand même cette démarche de reddition de comptes auquel on n'était pas habitué. Donc pour vous, il y a encore qu'un élément qui permet aujourd'hui de dire que Patrice Talon est candidat à sa succession. Vous savez, nous pouvons... Même quand vous avez suivi ces différents messages, discours sur le temps de la nation, messages de vœux à la nation... Nous pouvons rester dans les a priori et jeter un certain nombre d'analyses, mais qui pour le moment ne pourront pas être des analyses véritablement objectives ou bien probantes. Je me suis dit ceci, Patrice Talon a tous les droits d'être candidat et le souhait de certains de nos compatriotes, c'est qu'il soit candidat. Et au reste, il est en train de faire sa réduction de compte, certainement pour pouvoir amener le peuple à apprécier ce qu'a été son mandat pendant les 5 dernières années, ce qu'il a fait. Et pour le reste, on a tout le temps de voir les élections présidentielles. L'élection présidentielle aura lieu d'ici 3 mois, je crois. Tout à fait. Donc, on a encore le temps, encore que aucun candidat ne s'est déclaré officiellement, peut-être à l'exception de l'autre là, Eda. Daniel Eda, tout à fait. Officiellement candidat. Oui, Alphonse Messoulé, est-ce que vous voyez déjà des indices qui nous tendent à faire croire que Patrice Talon est déjà candidat à sa succession? Moi, je crois que ce débat n'a pas sa raison d'être. Oui. Je l'ai toujours dit, moi, je ne reprocherai pas à Patrice Talon d'être candidat, puisque la Constitution, lui, en donne le droit. Et tout laisse à croire, parce que quand il y a eu autour du chef de l'État, il y a des concertations, il y a des confidences, le chef de l'État est candidat à sa propre succession. Qu'on cesse de dire ce qu'on dit là. Est-ce qu'il dit pas, quand il dit par exemple qu'il va se dérober à son devoir républicain, est-ce que c'est pas une déjà qu'il est candidat? Le chef de l'État, Patrice Talon, est candidat à sa propre succession. Ce qui peut poser problème aujourd'hui, c'est parce que le vice-président, le ticket gagnant n'est pas encore constitué. C'est ça qui pose problème. Le chef de l'État lui-même, Patrice Talon, président de la République, est candidat à sa propre succession. Qu'on cesse de nous dire le contraire. Mais ce qui peut retarder un peu les choses, c'est la désignation d'un vice-président. Le chef de l'État aurait souhaité prendre comme vice-président, pas un homme politique, mais quelqu'un qui a de la technicité. Rapidement, qu'on aille un peu. J'écoute. J'ai pris la peine d'écouter Moïse et je crois que, vous savez, au-delà de tout, nous autres, notre rôle, ce n'est pas quand même, c'est que de prêter aux gens des intentions ou bien de prêter aux gens des propos que dans un cadre officiel, ils n'ont pas encore tenu. Et aujourd'hui, tout ce que nous faisons tient lieu d'analyse. Et dans les analyses, nous ne pouvons en aucun cas être péremptoires parce que être péremptoire tient encore lieu d'affirmation. Là où je suis aujourd'hui, et tel que je l'ai dit tout à l'heure, Patrice Talon a tous les droits d'être candidat. Aujourd'hui, ne s'est pas encore déclaré officiellement candidat. Et pour le reste, nous allons voir. Et Moïse a parlé tout à l'heure du ticket gagnant. Oui, effectivement, le président de la République a la possibilité de choisir au milieu de ses nombreux soutiens qui pourraient l'accompagner pour les 5 prochaines années à la tête de ce Bénin. Donc nous attendons toujours de voir, même si le souhait de bon nombre d'acteurs politiques, même si la lecture que nous avons, une lecture beaucoup plus éloignée, une lecture beaucoup plus objective, pourrait nous amener à croire que, au regard d'un certain nombre d'actes qui ont été posés, que le président Patrice Talon pourrait être candidat. Donc vous n'êtes pas encore candidat. Mais il n'y est pas encore. J'aimerais beaucoup plus me baser sur le factuel. Le factuel ici, c'est que au Bénin, officiellement, il n'y a qu'un seul qui s'est déclaré officiellement candidat. Patrice Talon ne l'a pas encore fait. Et je crois que quand même, il a encore la possibilité de le faire, même s'il y a un certain nombre d'indices qui trahissent le fait qu'il pourrait être candidat, mais sans être affirmatif. Je reste toujours cohérent à mon discours. Même sur votre plateau, déjà ici, en octobre, j'avais déjà dit, quand nous sommes des journalistes, nous avons des oreilles, nous avons les yeux. J'avais déjà dit en octobre que le président Patrice Talon est déjà candidat. Et la difficulté du chef de l'État, je le dis, allons lire les attributions du vice-président. Le chef de l'État n'a pas intérêt à prendre comme vice-président quelqu'un qui a des ambitions politiques.
Attention, lisez bien les tests, hein. Lisez bien les compétences. C'est plutôt le débat sur le ticket présidentiel qui... Oui, parce que si le chef de l'État prend comme vice-président, c'est quelqu'un qui a des ambitions politiques. Allez lire le reste des textes. Oui, alors très bien, vous parlez tantôt des ratés. Est-ce que pour vous, il y a donc des ratés qu'on doit pouvoir corriger au cours de cette sortie du chef de l'État dans cette commune? Quels sont les ratés rapidement? On va passer à notre sujet. Non, je voudrais que, par rapport au discours, j'ai dit sur ce même plateau qu'il ne revenait pas au chef de l'État. Par exemple, te dit sur le terrain que qu'on appelle les démocrates auront leur récépissé. Non, le chef de l'État n'a pas à s'impliquer dans cela. Le chef de l'État a un ministre de l'Intérieur qui est chargé d'étudier les dossiers et de dire, vous savez le récépissé parce que. Mais quand le chef de l'État, devant un certain nombre de discours, par exemple, on pourrait croire que derrière ce retard qu'a connu la délivrance du récépissé, qu'il y a sa main politique. Donc je dis, si les conseillers politiques l'ont suivi, parce que ce que nous on a eu au niveau des réseaux sociaux, ce n'est pas l'intégralité de tous les discours. Donc si les gens l'ont suivi dans tout ce qu'il a dit, on ne va pas me dire que tout ce que le président Patrice Talon a dit dans les 60 communes, 100% parfait. Nous sommes sur un terrain purement politique et c'est le discours politique. En fonction du tempérament de celui qui délivre le discours, il est dit. Donc je sais que les gens devraient se retrouver, les spécialistes qui ont travaillé autour du chef de l'État, pour lui faire des reproches, pour lui faire des remarques par rapport au discours tenu sur le terrain, pour que dans la deuxième phase, que ces erreurs-là ne se produisent. Parce que depuis que le chef de l'État a été élu, c'est pour la toute première fois qu'il descend sur le terrain. Oui, Alfred. Je crois que c'est fait semblant d'ignorer ce qu'est, ou bien quand même c'est que ce que constituent les attributs du président de la République, que de dire que sur le cas spécial des démocrates qui n'a pas quand même, disons, à dire ce qui sera fait, parce que le président de la République est avant tout chef de l'État et chef de l'administration béninoise, et en tant que chef de l'administration béninoise, il a été clair, il a dit, au regard des retours que j'ai et au regard des corrections qui ont été apportées, je crois que dans les tout prochains jours, les démocrates auront leur récépissé. Vous savez, il y a quand même, disons, une lecture que nous avons très souvent de certains éléments qui nous parviennent peut-être au niveau des masses médias parce que nous ne sommes pas là. Vous savez, j'étais sur le terrain au cours de cette tournée-là lorsque le chef de l'État a tenu ce genre de déclarations, surtout dans la partie septentrionale du Bénin. C'est le fait qu'au niveau d'un certain nombre de revendications, quand même, disons, au niveau des gens, c'est que les gens souhaitent que pour l'apaisement du climat politique qui était délétère en 2019, qu'aujourd'hui, que l'on puisse permettre à tout le monde de pouvoir participer. Et le cas le plus récurrent qui revenait, ce n'était pas le cas du parti USL, non. C'était beaucoup plus le cas du parti Les Démocrates. Et donc, c'est un réponse à ça. Donc, c'est qu'un président de la République qui est allé pour faire la reddition des comptes aux populations, et qu'il y a une question essentielle sur laquelle les populations voudraient véritablement que le chef de l'État leur apporte des éléments de réponse, c'est tout à fait normal qu'il ne dérobe pas à sa responsabilité de chef de l'administration pour leur répondre. Ne pas répondre à ça pourrait faire croire aux uns et aux autres qui, à un certain niveau, pourraient analyser la posture du président de la République pour dire de lui que c'est un monsieur qui ne maîtrise pas les dossiers qui sont en cours dans le pays. Donc, c'était pour donner le niveau d'évolution. C'est que j'en en fait, répondre à une préoccupation liée à l'enracinement du parti Les Démocrates n'est rien de différent que lorsque le chef de l'État, par rapport à une préoccupation des populations qui voudraient savoir, monsieur le président de la République, à quel moment au niveau de notre localité, le lycée là sera construit, puisque le chef de l'État n'est pas allé rencontrer les mouvanciers, non. Il est allé rencontrer toute la population béninoise, qu'ils soient opposants aux mouvanciers, qu'ils soient militants de l'UP ou du parti Les Démocrates. Donc c'est tout à fait normal que dans un contexte pareil, que le chef de l'État soit même amené à répondre même à des questions même qui dérangent. Lorsqu'à Tchaourou et lorsqu'à Banté, on lui a demandé de faciliter le retour de Komi Koutié. Il pouvait dérober à ça. Mais du moment où il est dans un exercice de reddition des comptes, et j'ai pu comprendre, à chacune des étapes, lorsqu'on lui pose une question, Patrice Talon ne s'est empêché de répondre à aucune des préoccupations. Soit le chef de l'État est dans un exercice de reddition de comptes. Et puis il se dit, je sélectionne les préoccupations des populations auxquelles je répondrai. Ou soit il se met dans une posture de quelqu'un qui maîtrise tous les dossiers du pays et qui est capable de pouvoir donner la satisfaction à chacun des Béninois, fut-il quand même, disons, le plus
le plus modeste possible. Il vous aura écouté, oui, rapidement, et puis on va passer à un autre sujet. Allez-y. Non, parfois, je crois qu'il faut quand on parle, qu'on dise ce qui doit être dit. Le chef de l'État a dit par rapport à Komi Kouché, on laisse la justice faire son travail. Pourquoi il ne dit pas à la population, je laisse le ministre de l'Intérieur faire son travail? Pourquoi il ne dit pas ça? C'est pas lui le chef. Non, mais écoutez, il est allé au-delà. Je n'ai pas eu... Il est allé au-delà. J'ai eu la politesse de vous écouter quand vous faisiez votre développement. Je dis, il aurait pu dire à la population. Le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui s'occupe de l'étude des dossiers des partis politiques. Laissons le ministre de l'Intérieur faire son travail et nous rendre compte. C'est aussi simple que ça. Donc, on ne va pas aller, quand la situation nous arrange, on tient un discours, et quand ça ne nous arrange pas, non. On a dit par rapport au cas de Komi Kouché, la justice fait son travail. Et là, je suis d'accord avec le chef de l'État. Mais il aurait pu dire aussi aux populations, le ministre de l'Intérieur qui est chargé de collecter les dossiers, de les étudier et de faire des remarques, est en train de faire son travail pour éviter toute interférence. Il aurait pu dire ça. C'est aussi simple que ça. Je crois qu'il vous a manqué d'aller jusqu'au bout quand même de ce qu'a été la réponse du président de la République aux préoccupations de la population de Banté, parce qu'il disait ceci: mon souhait, effectivement, c'est qu'il rentre. Mais qu'il rentre pour répondre de sa gestion au niveau du FNM. Tout à fait. Et qu'après cela, qu'il y a plusieurs autres possibilités. Et le chef de l'État a évoqué même la grâce présidentielle. Vous ne pouvez pas dire qu'en répondant, quand même, disons, c'est que d'une façon beaucoup plus précise comme ça, à la préoccupation d'une frange de la population de Banté qui a souhaité le retour de leur fils, que le président de la République a mal fait. Vous savez ceci, l'exercice de reddition de comptes est un exercice très délicat, auquel, vous l'avez fait une fois. Auquel ne s'adonne pas n'importe qui. Soit vous êtes président de la République et vous vous mettez dans la posture de pouvoir répondre à toutes les préoccupations des populations, même concernant les questions les plus dérangeantes. Ou soit vous restez dans la posture de quelqu'un qui a peut-être peur d'être confronté à certains questionnements, certains dossiers et tout. À certains dossiers. On vous a compris de le faire. Rapidement, j'ai envie de vous lâcher une minute chacun sur l'interdiction de la consommation de la chicha au Bénin. Rapidement, comment voyez-vous cette mesure? C'est vrai que c'est dans le département du Zou pour le moment. Alors qu'il y a des tests qui sont là, qui organisent le secteur. Oui, vous savez, il a fallu que quelqu'un tape du poing sur la table, le préfet du Zou. On ne peut lutter contre ce mal, ce fléau. Quand vous passez dans les grands supermarchés, le matériel se vend. Le matériel se vend. Moi, j'ai vu, les gens ont le matériel chez eux, les gens fument. Ça ne dérange personne, parfois, les forces de l'ordre. Il faut maintenant généraliser cette mesure-là pour qu'un peu partout, on contrôle ça, parce que ça fait partie de la dépravation des mœurs. Je dis souvent que nous avons l'habitude, nous, Africains, d'occidentaliser nos comportements. Les conditions de vie ne sont pas les mêmes un peu partout. Le climat, certainement, dans certains pays, oblige les gens à chaque fois à fumer cette affaire-là. Mais quand nos jeunes s'y adonnent, et que des gens, à cœur joie, ceux qui vendent ces produits-là ne contrôlent rien, on ne veut pas savoir quel âge avez-vous, parce que ça permet à des gens de faire le business. Il va falloir que la police soit associée, je le dis souvent, que les maires, les chefs quartiers, tout le monde soit associé pour lutter contre. Oui, rapidement. Je pense que cette décision du préfet du Zou est une décision très salutaire. Vous savez, la chicha, c'est quand même c'est du tabac fumé avec une sorte de grande pipe à eau. Et la chicha est beaucoup plus utilisée dans les pays de Moyen-Orient, notamment en Iran et puis dans les pays du Golfe. Au Bénin, nous avons voulu toujours tout copier. Et malheureusement, c'est du tabac que les gens fument. Et les gens en profitent même, c'est que pour fumer toute autre chose. Tout ce qui est fumable. Et je sais également aussi qu'en 2020, qu'il y a eu une décision de l'Organisation mondiale de la santé qui a interdit, ou bien qui recommande aux États de prendre toutes les dispositions pour pouvoir interdire quand même, c'est que l'usage de la chicha, et ce qui a permis à certains pays comme la Tanzanie et comme le Rwanda d'interdire l'utilisation de ce type de produits. Donc aujourd'hui, là où nous sommes, c'est déjà bien qu'il y ait quand même un point de départ et que dans un département donné, qu'un préfet se soit levé pour pouvoir interdire l'utilisation de la chicha. Que le gouvernement quand même, puisse emboîter les pas à ce préfet-là pour que cela soit généralisé. Merci Alfred, merci également à vous Alphonse, merci d'être passé voir sur le journal et revenir juste après.